bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens économiques du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour Gaëtan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Colette. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Sodial. Alors Sodial, c'est la plus grande coopérative laitière de France qui a été créée en 1964, qui regroupe 14 500 éleveurs, qui récoltent chaque année plus de 4 milliards de litres de lait. Alors on ne connaît pas forcément Sodial dans le grand public, mais par contre on connaît bien vos marques, puisque c'est Yoplait, c'est Candia, Richemont, Entremont, le Petit Filou, tout ça c'est vous. Et vous dites que vous êtes présent dans 90% des foyers, ce qui est quand même beaucoup. Vous êtes aussi présent sur le territoire français, puisque vous avez 53 sites dans lesquels vous produisez, vous fabriquez, vous affinez, vous conditionnez tous vos produits. En 3 chiffres, Sodial, c'est 5,8 milliards de chiffre d'affaires, c'est 9000 salariés et c'est une présence dans 70 pays. Alors, on va parler bien évidemment de la stratégie de Sodial parce que vous êtes un acteur vraiment structurant de la filière lait en France. On va évoquer aussi les changements à l'œuvre dans la consommation parce qu'on voit que sur le lait liquide, c'est compliqué. En revanche, sur les fromages, les yaourts, ça va un petit peu mieux. Donc, vous nous détaillerez un petit peu tout ça. On va parler du prix du lait, qui est évidemment central pour vos adhérents. Mais d'abord, on va s'arrêter sur la situation de l'élevage en France, parce qu'on voit que le monde de l'élevage est en train de vivre un vrai traumatisme, notamment avec le sujet de la dermatose bovine. Est-ce que vous estimez que cette crise a été bien gérée par le gouvernement sur la prise en compte de la maladie et le processus sanitaire ? Alors moi d'abord, ce matin, je suis avec vous, mais au nom d'un collectif de 15 000 éleveurs, 14 500 exactement, vous l'avez dit, 9 000 salariés qui travaillent pour vraiment la défense du lait français. Et donc toutes ces crises sanitaires, toutes ces crises, ces épisodiques qui ont lieu actuellement, on y est effectivement très sensible. Pour nous, vous avez été touché chez alors Sodial ? Non, nous on n'a pas d'éleveurs qui sont touchés par la DNC effectivement, mais on collecte dans des zones qui sont touchées et qui ont des restrictions. Et donc pour nous, on suit ça de très près évidemment, et on suit tout ce qui concerne l'agriculture en général et l'élevage bien sûr, puisque au cœur de tout ça, pour moi, il y a une vraie question de la rémunération des agriculteurs, et je pense qu'on va beaucoup en reparler aujourd'hui. Et sur la question sanitaire. Oui, et j'y viens sur la question sanitaire spécifiquement. Pour nous, ce qui est très important, c'est que la France ne perde pas son statut de pays indemne. Et donc le protocole qui est mis en place actuellement par tous les services de l'État vise à protéger ce statut de pays indemne. Qui nous permet d'exporter. Qui nous permet d'exporter, que ce soit des bovins, que ce soit des produits. Et donc c'est vraiment très important. Pour autant, moi j'ai beaucoup de compassion pour toutes ces personnes qui ont perdu leur élevage et qui ont très violent comme truc. Exactement. Et donc nous, personne n'a été touché, mais dans le passé, j'ai rencontré plusieurs éleveurs qui dans le passé ont été touchés chez nous et qui racontent ce traumatisme de l'élevage, de l'étable vide, silencieuse. Et donc on a beaucoup de respect pour eux parce que c'est une période très difficile pour les personnes qui sont touchées, bien sûr. Alors il y a la dermatose qui traumatise, comme vous le dites, les éleveurs. Et puis alors, il y a un autre sujet qui arrive, c'est le Mercosur. Il y a des grandes discussions à Bruxelles. D'ailleurs, je vous propose d'écouter à ce sujet 2 agriculteurs dont la position est assez tranchée. Ça fait maintenant des années qu'on nous bassine à nous expliquer qu'on a l'agriculture la plus vertueuse du monde. Et d'un coup, d'un seul, pour des voitures ou je ne sais pas quelle raison, on va faire rentrer des denrées de très très mauvaise qualité. Mercosur, ça fait combien de temps que les jeunes agriculteurs disent non ? Des années et des années durant. Vous voyez, ils sont très très virulents. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faut signer ce traité parce qu'il présente beaucoup d'avantages. Alors, est-ce qu'il faut signer ou non ? Alors pour moi, ce traité, il pose vraiment 2 questions importantes. La première, c'est la question de la réciprocité, c'est-à-dire est-ce que c'est normal d'autoriser par l'importation et par ce traité des choses qui sont interdites pour nos agriculteurs en France ? Et notre réponse, c'est non. On ne peut pas interdire des produits, des substances, des produits phytosanitaires par exemple, et les autoriser via la réimportation de produits. Donc là, il y a une vraie question de clause miroir, de réciprocité. C'est ce qu'exige la France. Et on nous promet qu'il y en aura, que tout ça sera... Mais enfin qu'on commence à avoir ces vraies discussions, parce que c'est justement, et la personne qu'on vient d'entendre a vraiment raison, c'est la vraie question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire à nos agriculteurs d'utiliser des produits, à juste titre, et les réautoriser par de l'importation.
La deuxième chose pour moi qui se pose vraiment avec le Mercosur, c'est comment on rend notre agriculteur plus compétitive, plus forte. Parce que et c'est tout ce qu'on veut faire nous sur le lait français justement, c'est-à-dire que quand on a des exploitations, des chaînes de valeur qui sont fortes, on n'est pas inquiet par ce genre de choses. Donc il faut vraiment qu'on continue à travailler et à créer tout cet écosystème en France, aussi avec les consommateurs, pour défendre notre agriculture. Ouais, pour vous, le Mercosur, ça peut être intéressant puisque ça peut vous ouvrir sur les produits laitiers de nouveaux marchés. Et puis il y a la reconnaissance aussi des AOC, les appellations d'origine contrôlée françaises. Donc ça peut vous ouvrir de nouveaux marchés malgré tout. Alors moi, je ne le vois pas comme une énorme opportunité sur les produits laitiers. Il y aura forcément quelques opportunités, mais ce n'est pas vraiment une opportunité très forte pour nous. Vous parlez de compétitivité à juste titre. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, on peut vivre correctement de l'élevage avec notre type d'exploitation? On a des exploitations qui sont plutôt petites. Je crois qu'il y a 70 vaches en moyenne dans les fermes françaises. Est-ce que vous estimez que ce système-là est suffisamment solide pour être compétitif à l'export? Alors pour nous, c'est pas vraiment une question de taille d'exploitation, pour être très honnête, parce qu'il peut y avoir des petites exploitations qui sont particulièrement performantes et des plus grosses exploitations qui vont avoir des charges trop importantes. Donc pour nous, les 14 500 agriculteurs qui sont adhérents à la coopérative, c'est avant tout des entrepreneurs. Donc chacun va avoir son système, son climat, et sa façon de produire. Donc je pense que ce n'est pas uniquement une question de taille, c'est une question de productivité, c'est-à-dire d'avoir les bons outils, les bonnes pratiques, d'avoir pu faire les bons investissements. Donc on revient aussi vraiment sur une vraie question d'investissement, de modernisation des fermes, de modernisation des outils. Par exemple, on parle beaucoup des robots de traite. Est-ce qu'on peut, avec l'argent qu'on gagne aujourd'hui dans son métier, investir dans un robot de traite, par exemple? Alors, un robot de traite, par exemple, c'est un investissement de quel ordre? À peu près 150 000 euros pour un robot. Donc c'est quand même très significatif. Exactement, donc c'est très significatif. Et la plupart des jeunes s'installent avec des robots aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on reparlera de l'installation des jeunes, mais l'important pour les jeunes, c'est d'avoir une équation économique qui fonctionne, c'est-à-dire d'être capable de s'équiper justement pour ça. Justement, c'est là que je voulais en venir. Il y a une crise des vocations quand même en France. On voit le nombre d'agriculteurs, j'ai plus les chiffres en tête, mais la population agricole a considérablement baissé en quelques dizaines d'années. Comment est-ce qu'on fait face à cette crise des vocations? Comment est-ce qu'on convainc un jeune de reprendre une ferme et de vivre quand même avec des contraintes très fortes? Alors aujourd'hui, pour un modèle économique précaire. Exactement. Aujourd'hui, la problématique, elle est très simple, c'est 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans. Donc c'est pour ça qu'on sensibilise tout le monde, les distributeurs, les consommateurs, de se dire il y a un vrai moment de vérité. Et comment on séduit et on devient attractif pour un jeune agriculteur? Il y a avant tout un projet économique. C'est-à-dire que quand on reprend une ferme, qu'on a besoin d'étendre ses bâtiments, parfois de racheter du cheptel, un robot dont on a parlé, il faut qu'on soit correctement rémunéré. Comme disent nos membres du conseil d'administration, dignement rémunéré pour le travail qui est fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie importance de rémunération via le prix du lait, en tout cas mais pour les éleveurs. Mais on voit que les prix du lait ont beaucoup augmenté depuis 3-4 ans, sous l'influence de différents facteurs. Est-ce que ça fait revenir un peu les jeunes vers l'élevage laitier? En tout cas... Puisqu'on voit aujourd'hui, on est presque à 500 € la tonne de lait. Alors certes, les charges ont augmenté, mais c'est quand même beaucoup plus qu'il y a quelques années. Peut-être que ça incite les jeunes à s'installer? Tout à fait. Tout à fait. Donc nous, aujourd'hui, on installe 250 jeunes par an dans la coopérative. C'est suffisant pour renouveler les départs? Aujourd'hui, c'est une bonne dynamique. C'est un petit peu au-delà de ce qu'on avait pris comme engagement. Donc on est content par rapport à ça. Ensuite, c'est quand même un équilibre qui est fragile. Et donc nous, on les accompagne avant tout par le prix du lait et notre équation économique qui est vraiment très importante. Et puis après, on a différentes aides, différents processus pour les aider à monter en compétences. Voilà. Alors le prix du lait, il dépend aussi un peu des négociations quand même avec la grande distribution, qui ont lieu chaque année, donc qui ont lieu en ce moment. Alors, il y a longtemps eu un antagonisme très fort entre agriculteurs, producteurs et grande distribution. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que des progrès ont été faits? Est-ce que la situation, entre guillemets, se normalise? Alors moi, parce qu'on me pose, vous pouvez imaginer souvent cette question des relations avec la grande distribution, qui est une grande partie effectivement de notre valorisation.
Nous, ce que nous faisons de toute façon avant les négociations et toute l'année, c'est d'expliquer aux patrons de la grande distribution que nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. C'est-à-dire qu'on est une coopérative. Mes patrons, c'est 15 000 agriculteurs qui possèdent les usines, qui possèdent la coopérative, qui possèdent les marques aussi. Et tous les bénéfices sont reversés dans la coopérative. Ça, c'est vraiment très important. Sont réinvestis, donc il n'y a pas d'enrichissement extérieur. Alors ça, vous l'expliquez, mais est-ce que la grande distribution le comprend et l'entend? Oui, la distribution l'entend, l'écoute. Et donc, comme moi, je suis un optimiste, je sais que petit à petit, plus on va le dire, plus on va réussir à créer ce statut d'entreprise à part et de défense vraiment collective du lait français. Voilà. Donc, bien sûr, ça ne remplacera pas l'antagonisme dans les box de négociation. La négociation, ça reste la négociation. Mais pour moi, il y a vraiment, c'est très important d'expliquer que nous avons ce petit supplément d'âme supérieure en tant que coopérative et de défense vraiment du lait français, parce que tout est fabriqué en France avec du lait français. Alors, on va justement parler de ce marché des produits laitiers qui est le vôtre. On entend beaucoup parler autour de nous des gens qui sont intolérants alors au gluten, au lait. On voit une tendance plutôt à la déconsommation sur le lait liquide le matin. Les enfants boivent moins de lait. Comment évolue la consommation aujourd'hui en France? Alors, la consommation des produits laitiers va bien. On est en croissance à peu près de 2% en global. Et c'est des produits qui sont sains, nutritifs, accessibles. Et donc, il y a une consommation générale qui augmente. Il y a une volonté aussi d'avoir des protéines assez saines et accessibles. Oui, il y a une vague des protéines aujourd'hui. Donc, et dans cette période d'inflation, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation des produits laitiers aussi pour cette raison-là. Comme vous le dites, effectivement, la seule zone de déconsommation, c'est le lait classique au petit déjeuner, mais il y a aussi une augmentation de la consommation du lait ou des boissons lactées au cours de la journée. Voilà. Et vous dites que vous avez 48 types de lait. Je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de lait, mais 48 types de lait. Alors, qu'est-ce qui marche? Alors, le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche bien? Alors, on a beaucoup de segmentation aussi parce qu'on a beaucoup de fromage AOP et donc vous catégorisez comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de un fromage égale un lait. Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour le lait de comté n'est pas le même que le lait de Saint-Nectaire. Voilà, c'est allié à des terroirs, donc c'est aussi ça qui va donner ce chiffre-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de laits qui fonctionnent très bien. On a une forte croissance sur le lait vitaminé, par exemple. On a une forte croissance aujourd'hui sur le lait infantile, sous notre marque Candia. On va avoir de la progression sur les laits aromatisés. Il y a différentes croissances. Sur le lait bio, on a été en souffrance pendant longtemps sur tous les marchés bio. Aujourd'hui, on sent un petit peu un frémissement de reconsommation et d'augmentation de la consommation. Sur la consommation, ça augmente un peu, mais c'est vrai que sur l'installation, et on a eu beaucoup ce qu'on appelle de déconversion chez les agriculteurs. Est-ce que vous arrivez à faire face à cette demande maintenant que les agriculteurs font moins de bio, produisent moins de lait bio? Alors pour nous, c'est très important qu'il n'y ait pas de baisse de la production du lait bio, parce qu'effectivement, les marchés repartent. On a aussi des belles opportunités avec le lait infantile. Je pense qu'on en reparlera plus tard, et avec notre deal qu'on a signé avec la coopérative Arla, qui va aussi utiliser du lait bio. Donc c'est important de soutenir nos producteurs de lait bio. Et ça passe par le prix. Ça passe par le prix. On voit que le sujet, c'est le prix aujourd'hui sur le lait bio. Voilà, ça passe par le prix, ça passe aussi par l'intérêt et les marchés. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des déconversions, parce que nos agriculteurs ont vu qu'il y avait une forte déconsommation. On a été sur des moins 10, sur des moins 20, sur certaines années au moment de l'inflation. Là maintenant, je pense qu'on a touché le bas de la consommation. Ça repart sur les produits bio, et donc il est important qu'on garde la production en lait bio en France. Alors, je disais aussi, vous êtes un grand fabricant de fromage. Il n'y a pas que Candia et Yoplait, il y a Entremont, Richemont, et donc vous fabriquez du gruyère, du Münster, de la fourme d'Ambert, de Cantal, et du fromage à raclette, et énormément de choses. Est-ce que c'est un marché qui se porte bien, le marché du fromage? Alors le marché du fromage, comme je le disais tout à l'heure, est aussi en croissance. Donc c'est une consommation. Et en fait, il y a un peu deux marchés dans le fromage. Il va y avoir le marché du fromage un peu quotidien. Les Mental, la raclette qui va et un peu bien, la raclette. Voilà, ça marche très bien, on est en pleine saison en plus, donc ça c'est une consommation, et là on va avoir un peu une consommation assez versatile et dans tous les types de plats et dans tout moment de la journée. Après on va avoir les fromages plus classiques, les AOP, effectivement, les fromages qu'on appelle les fromages de plateau, où là il y a une vraie question de génération de consommation, c'est-à-dire que vous voyez que la plupart de nos enfants vont consommer beaucoup
moins de fromage à plateau. Et donc, comment nous, on va réussir à faire venir le fromage plus classique dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être à l'apéritif, ça peut être d'autres moments de consommation. Exactement. Ça peut être à l'apéritif, ça peut être en salade, ça peut être en fondu, ça peut être en râpé, le râpé par exemple du comté, ou une anecdote assez intéressante. Par exemple, le Cantal est un des meilleurs fromages pour le burger. Bon, ben, comment on lance des tranches de Cantal dans la grande distribution, mais aussi en restauration, pour pouvoir montrer aux jeunes finalement que c'est un des meilleurs fromages pour les burgers. Oui. Voilà. Alors, on voit que les produits étrangers sont de plus en plus présents, par exemple sur la mozzarella. Vous-même, vous avez alerté sur le boom des importations d'emmental à marque de distributeurs qui venaient des Pays-Bas, d'Allemagne, donc fabriqués avec du lait qui n'est pas français. Pourquoi on n'arrive pas à mieux défendre notre lait français aujourd'hui sur ce type de produit ? Alors, et on a effectivement alerté parce qu'une grande partie des distributeurs commençaient à vouloir passer leur marque distributeur d'emmental français en emmental européen. Ouais. Pour des raisons. Parce que commencer, je crois qu'on est autour de 20 ou 25%. Exactement. Et on a alerté aussi pour dire, attention, un quart de l'emmental consommé en France est de l'emmental européen. Et on a alerté parce que, en fait, beaucoup de gens ne le savent pas au moment où ils le consomment. Donc ils pensent acheter français. Exactement. Donc on alerte aussi les consommateurs à retourner les packaging, à regarder où les choses sont fabriquées. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, en défendant l'emmental français, on défend aussi l'emploi français. C'est-à-dire qu'on parle de lait, mais il faut aussi parler de nos 53 usines, de nos plus de 7000 personnes qui travaillent dans les usines, qui font un maillage dans tout le territoire. Donc pour éviter les délocalisations d'usines. Okay. Exactement. Alors, on parle beaucoup de guerre commerciale depuis un an. Et la Chine, par exemple, vient de taxer les produits laitiers de 40%, je crois, européens. Est-ce que, pour un groupe comme vous, est-ce que c'est un coup dur ? Comment est-ce que vous le ressentez ? Qu'est-ce que ça a comme impact ? C'est une mesure qui n'est pas encore complètement définitive, donc c'est encore un petit peu trop tôt pour voir des faits définitifs, parce qu'on ne sait pas les taux définitifs, mais effectivement, il y a une hausse des taxes. Nous, on n'est pas très présent sur ce marché-là, on l'est, mais pas très présent, donc ça va avoir un impact, mais pas énorme, donc c'est un peu tôt pour savoir, mais effectivement, il y a un risque sur la taxation en Chine. Avec les États-Unis, il ne se passe rien. On a eu une hausse des taxes sur les États-Unis, oui. Mais on continue à vendre nos produits, en particulier nos fromages AOP, nos comtés et nos fromages classiques. Les hausses sont plus légères qu'en Chine. On va avancer un petit peu dans cette discussion, Antoine Colette, pour parler de la stratégie de Sodial. Vous avez cette particularité que vous collectez le lait partout en France. Vous faites 20% de la collecte en France. Avec cette particularité d'être un système coopératif. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi consiste et quelle est la particularité, ce supplément d'âme que vous évoquiez tout à l'heure, sur votre organisation ? Comment ça fonctionne en fait quand on appartient à ces coopérateurs ? Alors, de façon très simple, moi j'ai tendance à expliquer en disant nous on a les vaches, nous on a les usines, nous on a les marques. C'est-à-dire qu'on va vraiment de la ferme à la fourchette ou à l'assiette. On est d'ailleurs... Vraiment farm to fork. Exactement. Et donc, on a vraiment toute la chaîne de valeur du lait, de la collecte à l'usine. Et donc, tout ça est possédé par les 14 500 agriculteurs qui sont actionnaires de la coopérative, qui, eux, ont leur ferme et puis qui aussi sont propriétaires de nos marques. Candia, Entremont, Yoplait. Exactement. C'est-à-dire que quand un éleveur devient adhérent, et donc vous prélevez récoltez son lait, il a des actions. Exactement. Il a du capital social dans la coopérative et il peut aussi participer à terme à la gouvernance, c'est-à-dire en se formant et en accédant au conseil d'administration qui est constitué d'agriculteurs qui vont... des actions qui ne sont pas cotées. Non, c'est pas vraiment pas les vendre. C'est pas des actions, c'est ce qu'on appelle des parts de capital social. Voilà. Et qui sont liés... donne droit à une rémunération sur le bénéfice à... Exactement, qui va... Et merci de poser cette question sur le bénéfice, parce que c'est très important. C'est-à-dire que tous les bénéfices qui sont créés, et c'est ça le modèle unique de notre système, c'est que tous les bénéfices qui sont créés ne vont pas pour un enrichissement d'un actionnaire familial, du CAC 40 ou d'autres actionnaires classiques. C'est vraiment un réinvestissement qui va être fait dans la coopérative
et dans les fermes de tous les actionnaires coopérateurs. Et donc c'est pour ça que je dis vraiment, on n'est pas une entreprise comme les autres, et si on veut vraiment défendre le lait français et l'agriculture française, acheter Yoplait, acheter Candia, acheter Entremont, c'est vraiment faire un acte militant. Parce que beaucoup de gens nous disent comment je peux aider, on voit les gens, et vous les avez montrés juste avant, on voit les gens et les agriculteurs aujourd'hui parfois en détresse. Et donc nous, en tant que consommateurs, on veut aider. Ben, le mieux, c'est d'aider en achetant par exemple nos produits, parce que tous les bénéfices sont reversés dans le système coopératif de la coopérative Sodial. Alors vous êtes très implanté en France, là, vous venez de nous le rappeler, mais aussi vous êtes aussi très présent à l'international. Je disais tout à l'heure que vous étiez présent dans 70 pays. Il y a peu de temps, vous avez racheté Yoplait au Canada. C'est une longue histoire, mais bon, vous avez repris le contrôle de Yoplait au Canada. Et vous faites un quart de votre activité à l'international. Mais quelle est votre stratégie à l'international ? Alors pour nous, c'est très important de se développer à l'international. Quand j'ai pris les rênes de la coopérative il y a un peu plus de 2 ans, on faisait 20% de notre chiffre d'affaires à l'international et on s'est dit on veut passer jusqu'à au minimum 30%. Voilà. Vous êtes autour de 25 aujourd'hui. Voilà. Alors on a effectivement pris le contrôle de Yoplait Liberté Canada, qui est une magnifique entreprise qui est le numéro 2 des produits laitiers frais au Canada, et ça nous a fait passer à peu près à 25%, et on est en croissance sur nos différents business à l'international. Pourquoi c'est important ? C'est parce que ça nous permet de nous dérisquer, d'avoir des revenus différents, de nous dérisquer aussi par rapport à la grande distribution en France, c'est-à-dire de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, et d'être capable aussi de se développer. Ce qui est important de dire, c'est que tous les bénéfices qui vont être créés à l'international vont être ramenés à la maison mère, à la coopérative, et réenrichir aussi le lait français et la redistribution de valeur en France, dans nos usines et dans nos fermes. Il y a d'autres pays qui sont prometteurs ou importants sur les produits laitiers sur lesquels vous souhaitez vous développer. On a parlé des États-Unis, du Canada, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors nous, on est présents il y a beaucoup de pays. Pour moi, ce que je souhaite d'abord, c'est qu'on soit aussi plus fort en Europe. Alors pas forcément par des acquisitions, mais aussi en étant plus fort là où nous sommes. On a un très beau business, par exemple, Yoplait sur les îles britanniques, donc en Angleterre et en Irlande. On veut continuer à se développer, que ce soit en propre, que ce soit en franchise, parce que nous avons ce magnifique système de la franchise qui a été créé il y a 60 ans par des patrons très visionnaires qui se sont dit on n'est pas obligé toujours de faire tout en propre. Et donc, par exemple, ça permet de se développer plus vite. Voilà, et différemment. C'est-à-dire que on ne le sait pas forcément, mais la marque Yoplait est la 4e marque mondiale de produits laitiers frais. Et une partie, nous l'avons en propre, une partie, elle est faite par nos franchisés. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de certains créneaux nouveaux, comme la nutrition infantile, comme je crois que vous adressez aussi vos produits aux femmes enceintes, aux seniors. Ça, qu'est-ce que ça représente dans votre activité et qu'est-ce que ça représente comme potentiel ? Alors, effectivement, on a eu un peu de surcapacité sur le lait infantile. Hein. Vous en avez sûrement parlé dans les années passées. Et donc, la vraie question, c'est comment on utilise le potentiel magnifique de nos usines. On a par exemple à Carhaix une usine de lait infantile qui est sans doute la plus belle usine européenne en termes de qualité, en termes de technologie. Comment on utilise cette usine pour aussi pouvoir produire des produits technologiques, des produits pour la nutrition médicale, pour la nutrition des seniors, qui est aussi une population qui augmente beaucoup dans toutes les géographies. Et donc, comment on va pouvoir travailler pour proposer des protéines, mais pas que des protéines, de la nutrition vraiment technologique à partir de ces usines-là. Et que vous vendez plus cher aussi, peut-être qu'une bouteille de lait classique, qui a plus de valeur ajoutée, toujours dans cette logique de redistribution de Exactement, voilà. Dans les produits laitiers, on a des produits très iconiques, le yaourt, le lait, on en a parlé, le fromage. Comment on peut encore innover dans les produits laitiers si on regarde dans quelques années qu'est-ce qu'on pourra trouver de novateur ? Alors vous avez fait du yaourt en briques maintenant, dans des briques de lait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes d'innovation ? Alors, on peut bien sûr imaginer beaucoup de choses. Pour moi, la vraie question que je pose, et parce que je suis à l'origine un marketeur, c'est de se dire comment nos enfants et nos petits-enfants vont consommer des produits laitiers. Et par exemple, je voudrais revenir sur cette histoire des fromages. S'ils ne consomment plus les fromages comme nous, on les consommait, ce que je demande vraiment aux équipes, c'est de réfléchir aussi à la nouvelle façon de consommer, c'est-à-dire de ramener le fromage. Qu'est-ce que c'est la modernité du fromage de demain ? C'est pareil sur les
produits laitiers, ou sur le lait, si on consomme moins de lait au petit déjeuner, comment on va consommer du lait pendant la journée, dans différentes occasions, dans des boissons lactées. Et donc on travaille sur tout le travail du nomadisme, de la consommation nomade. C'est vous qui avez inventé le yaourt à boire, celui qu'on connaît bien, exactement. qu'on prend dans la rue. Voilà, exactement, sur la marque Yop. Et on est vraiment leader et fondateur de ce marché-là, exactement. Et donc, comment on va continuer à avoir des nouvelles tendances? Vous travaillez sur des produits particuliers, là, en ce moment? On travaille effectivement... Sur des choses qu'on ne connaît pas, qu'on va voir arriver dans les rayons, vous pourriez nous dire? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on travaille. Moi, je suis très attaché à la façon de consommer. Donc, par exemple, on a aujourd'hui du skyr à table. Est-ce qu'on a du skyr à boire? Est-ce on voit aussi se développer beaucoup tout ce qui est autour des laits fermentés. Et la nouvelle façon de travailler sur la gestion de tout l'intérieur, on dit, hein, l'estomac est le deuxième cerveau, donc toute cette partie-là, autour du kéfir, autour des laits fermentés, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Alors peut-être pour terminer cette émission, un mot sur vous, Antoine Colette, parce que vous avez fait toute votre carrière quasiment à l'étranger, dans des groupes multinationaux très structurés. Qu'est-ce qui vous a convaincu de revenir en France? Est-ce que c'était le fait d'être PDG d'une entreprise? Est-ce que c'est le système coopératif, qui est très différent de ce que vous avez connu aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a motivé dans votre retour en France? Alors d'abord, il y a vraiment cette idée du Made in France. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 20 ans de ma carrière à l'étranger. Il y a vraiment un retour à la maison pour défendre l'industrie française, défendre l'emploi français, défendre les territoires. Et j'ai l'impression que c'est de la suite logique de ma carrière où j'ai travaillé sur de la croissance, j'ai travaillé sur des marques et de la valorisation par la marque et de l'international. Et ces trois grandes thématiques de ma carrière, je veux les mettre au service d'une industrie française et d'une industrie qui est vraiment très proche de la terre. Et aujourd'hui, d'avoir en plus un système coopératif, pour moi, c'est vraiment le cœur du réacteur de la défense de l'agriculture française, de la défense de tous les gens qui se lèvent tous les matins pour nous nourrir. Et aujourd'hui, on se pose la question de la rémunération de l'agriculture, on se pose la question de comment on va manger et qui va nous nourrir demain. Et donc, si je peux mettre au service de cette cause qui est quand même particulièrement noble et fondamentale, tout ce que j'ai appris pendant ma carrière au cours de toutes ces années, eh ben, j'aurais réussi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire et que je fais tous les jours avec mes équipes et avec le conseil d'administration de la coopérative. Merci, cette émission est maintenant terminée. Merci Antoine Colette, merci d'être venu nous voir. Merci Olivia. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur le Figaro TV, bien sûr, ou en replay sur le site figaro.fr. À bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.